Poutine est en pleine panique et cela est dû à la découverte par le FSB russe d'un complot de coup d'État contre lui. Mais le problème pour Poutine, c'est que les conspirateurs ne se trouvent pas en Russie, mais à l'étranger, ce qui signifie qu'il ne peut pas simplement les faire tomber d'une fenêtre ou d'un avion. Cela a forcé le FSB à ouvrir une enquête criminelle contre 22 opposants, dont Mikhail Khodorkovsky, autrefois l'homme le plus riche de Russie, et aujourd'hui l'un des critiques des plus éminents de Poutine. Ce n'est pas seulement de la paranoïa, cependant. Le complot porte un nom, la déclaration de Berlin. Cette déclaration appelle à un changement de régime au Kremlin, ce que Poutine n'aime pas entendre. Car Poutine sait que son véritable ennemi n'est pas le peuple ukrainien. Ce n'est même pas l'OTAN. Ce sont les Russes eux-mêmes. Écoutez ceci par vous-même. Cela montre encore une fois l'ampleur de cette peur. J'ai répété à maintes reprises que le principal ennemi de Poutine n'est pas les Ukrainiens, ni même les Américains. Le principal ennemi de Poutine, ce sont les Russes. Et ce qui manquait aux Russes, c'est une force politique capable de canaliser leurs réflexions sur ce régime illégitime en Russie. Le degré de peur est tel que même ce comité anti-guerre, qui n'a pas beaucoup de ressources, et il faut se rappeler que l'accès à YouTube a été restreint, voire complètement interdit en Russie, inspire encore la crainte. Il redoute quiconque a une certaine autorité parmi la population russe des deux côtés de la frontière. Cette peur est si grande et elle ne cesse de croître qu'ils doivent prendre de telles mesures. Examinons donc précisément ce qu'est cette déclaration et pourquoi elle effraie tant Poutine. La déclaration de Berlin est un manifeste politique adopté au printemps 2023. Elle a été signée par tous les leaders mentionnés dans l'enquête criminelle russe. Elle sert de feuille de route politique et morale pour la Russie après Vladimir Poutine remettant directement en question sa légitimité et formulant des exigences spécifiques liées à la guerre en Ukraine. Voici les 5 points énoncés dans la déclaration. Ces 5 points expliquent précisément pourquoi le FSB considère cela comme une tentative de prise de pouvoir par la force. Je vais vous donner un aperçu rapide, mais si vous souhaitez mettre la vidéo en pause pour lire l'intégralité du texte, vous pouvez le faire maintenant. La déclaration qualifie la guerre en Ukraine de criminelle et exige le retrait des troupes russes de tous les territoires ukrainiens occupés, y compris ceux capturés en 2014. Elle qualifie également le régime de Poutine d'illégitime et criminel, affirmant qu'il doit être liquidé. Cela figure dans le manifeste et je suis sûr que Poutine n'apprécie pas d'entendre cela. Elle demande la libération des prisonniers politiques en Russie et exprime sa solidarité envers tous ceux qui, à l'intérieur de la Russie, s'élèvent contre Poutine. Maintenant, il faut que je partage quelque chose d'important. Presque toutes les figures majeures de l'opposition russe ont signé cette déclaration à l'exception des personnes associées à Alexei Navalny, y compris sa femme. Ils ne l'ont pas signée. Et pas seulement cette déclaration récemment, il semble que chaque déclaration émanant de ce groupe ressemble de plus en plus à celle de quelqu'un qui souhaite maintenir Poutine au pouvoir et de moins en moins à celle d'une opposition. Ils soutiennent en quelque sorte l'idée que la Russie devrait attendre un bon leader au lieu de pousser pour la démocratie, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander si c'est peut-être la voie à suivre, car après tout, la Russie n'a jamais vraiment connu la démocratie. J'ai donc posé cette question à nul autre que le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, Garry Kasparov. Il est un critique très virulent du régime de Poutine et fait partie des 22 personnes nommées dans l'enquête criminelle lancée par le FSB. Écoutons sa réponse car il connaît la politique et l'histoire russe mieux que la plupart des gens dans le monde. Jouons-la. Je ne connais pas l'histoire russe aussi bien que vous, donc il serait intéressant de vous poser cette question, mais d'après mes lectures, il ne semble pas que la Russie ait jamais connu la démocratie en 500 ans d'histoire. De 1991 à 1999, ils ont eu ce qui s'approchait le plus de la démocratie, mais personnellement, je ne qualifierais pas cela de démocratie. Pensez-vous vraiment qu'il est possible d'avoir une démocratie en Russie? Écoutez, c'est une question complexe. Vous avez dit 500 ans, mais en réalité, la Russie a une histoire de 1000 ans. En fait, c'est Moscou. Ironiquement, les Ukrainiens ont plus de revendications historiques sur l'origine de la Russie, car tout a commencé sur leur territoire. Donc oui, c'est 500 ans, vous avez raison, c'est l'état d'esprit impérial qui s'est forgé à partir de la Horde d'Or avec son efficacité militaire et sa cruauté, ainsi que l'idée messianique byzantine. Lorsque Constantinople est tombée en 1453, une princesse byzantine est venue en Russie et a épousé un grand prince russe. Ainsi, la philosophie de la Russie ou de l'Église reposait sur l'idée que nous sommes la troisième Rome,
La première est tombée, la deuxième aussi, nous sommes à troisième et il n'y en aura pas d'autres. Tous ces éléments ont créé cet état d'esprit impérial totalement étranger à toute forme de démocratie. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a eu les grandes réformes d'Alexandre II qui n'ont pas fait de la Russie une monarchie constitutionnelle, mais l'ont certainement mise sur la bonne voie au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Après le manifeste de 1905 de Nicolas II, à la suite de la perte de la guerre contre le Japon et de la Révolution, la Russie est devenue une monarchie constitutionnelle. Mais au fond, le pays n'était pas prêt pour la démocratie, car la démocratie ne se limite pas à quelques lois. Elle repose aussi sur des traditions, sur le respect des droits de propriété, sur l'état de droit. Nous commencions à peine à y parvenir lorsque la révolution bolchevique a tout ruiné. Entre la fin de la monarchie et la prise de pouvoir des bolcheviks, il y a eu techniquement une démocratie pendant 8 mois, une période très courte. Ensuite, nous avons eu une démocratie très fragile dans les années 90 après 1991. Mais pas de 1991 à 1989, en réalité de 1991 à 1993, car Elzine a utilisé des chars pour détruire le Parlement. D'ailleurs, je détestais ce Parlement rempli de communistes et de nationalistes, mais détruire le Parlement n'était pas une bonne idée. Ce n'est pas ainsi que l'on négocie ou que l'on trouve un consensus dans la société. Vous avez raison, l'histoire de la Russie offre peu d'optimisme pour une Russie démocratique, mais il y a un grand mais. Qu'en est-il de la Corée du Sud ou de Taïwan? On parle de la Chine, mais regardez Taïwan. Ce sont les mêmes personnes en Corée du Nord et en Corée du Sud. D'ailleurs, c'était une grande expérience en 1953, diviser un pays en deux de manière égale. À l'époque, le PIB de la Corée du Nord était légèrement supérieur. Regardez le résultat. C'était une expérience pure, les mêmes personnes, pas des cousins, des frères et sœurs. D'un côté, vous aviez un marché libre qui a commencé avec une dictature, mais qui a finalement adopté des idées de marché libre et est devenu une démocratie libérale dynamique. Ils peuvent destituer un président, emprisonner le dirigeant de la plus grande entreprise. En moins de 70 ans, en 6 décennies, un pays qui n'avait aucune expérience de la démocratie ou de l'économie de marché a acquis toutes ses connaissances. Pareil pour Taïwan. Je ne parle même pas de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, car les Allemands avaient déjà une expérience de la culture européenne. Nous parlons de pays totalement étrangers à cela. Je ne pense pas que les Russes, s'ils en avaient l'opportunité, feraient pire que les Taïwanais ou les Sud-Coréens. Donc, il y a une chance. Le problème, c'est que Taïwan et la Corée du Sud n'étaient pas affectés par ce virus impérial. L'avenir de la Russie, s'il y en a un pour mon pays, passe par l'éradication de ce virus impérial. Et je ne vais pas pleurer sur le lait renversé si, à la suite de ce changement, le territoire russe se réduit. C'est toujours le plus grand pays du monde. Je crois que ce n'est pas une question de taille, mais de la force des convictions unifiées des gens dans certaines valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs sont terribles et poussent le pays vers l'abîme. Nous devons essayer de changer cela. C'est là que réside mon désaccord avec de nombreux membres de l'opposition russe. Je crois que la seule façon pour la Russie de se rétablir est que l'Ukraine gagne la guerre. Beaucoup d'entre eux évitent cette approche directe, car oui, une victoire de l'Ukraine signifie tuer plus de Russes. Il s'agit de sauver la Russie d'une catastrophe totale qui surviendrait si Poutine étendait la guerre, ce qui arrivera à moins que l'Ukraine ne gagne, ce qui malheureusement ne semble pas très réaliste aujourd'hui. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. J'aime lire sur l'histoire russe et après cette conversation, je suis encore plus enthousiaste. Content de poursuivre la conversation si votre public en demande plus sur l'histoire russe. Vous savez comment me trouver. C'était un extrait un peu long, mais je n'arrivais pas à croire que nous ayons pu lui parler, alors je voulais le partager avec vous. Vous pouvez regarder l'intégralité du podcast en allant sur notre podcast, Chaos and Peace. Mais pour Poutine, c'est assez inquiétant, surtout en ce moment, car ces dernières semaines, nous avons vu beaucoup de rumeurs de coups d'État sur les chaînes Telegram russes. Ce sont des chaînes d'information extrêmement pro-russes et elle parlait de discussions qui avaient lieu au Kremlin, au sein de l'état-major ou dans l'armée. Je recommande vivement de consulter la chaîne de Jason Jay pour comprendre ce que tout cela signifie. Mais il y a deux façons d'interpréter ces messages Telegram. Soit ils sont réels, soit plus probablement le FSB a diffusé ces messages pour éliminer quiconque semble même légèrement peu fiable. Et c'est exactement l'objectif de cette enquête criminelle. Ils vont utiliser cette affaire pour cibler toute personne ayant été en contact avec ces 22 individus en affirmant qu'ils sont liés à ceux qui planifient un coup d'État contre Poutine.
Ainsi, Poutine peut consolider son emprise sur le pouvoir alors que l'économie russe s'effondre. La raison pour laquelle Poutine agit maintenant est bien sûr liée aux problèmes économiques auxquels la Russie est confrontée, mais aussi à certains commentaires récents de leaders européens au cours du dernier mois. Nous en avons parlé dans notre vidéo précédente, mais c'est une tendance que nous observons chez de nombreux dirigeants qui disent maintenant publiquement qu'il semble que la Russie pourrait se diriger vers un changement de régime et que cela pourrait être le seul moyen de mettre fin à cette guerre. Regardez cet extrait du ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre polonais. Il a lancé cette guerre avec des hypothèses hyper optimistes. Il pensait qu'il y aurait un coup d'État à Kiev, que cela prendrait 3 jours, que les Ukrainiens l'accueilleraient à bras ouverts parce qu'ils ne seraient que des Russes égarés. Toutes ces hypothèses se sont révélées fausses. Il est embourbé dans une guerre qui détruit l'avenir de la Russie, qui a déjà coûté 1 million de morts et de blessés. Le problème, c'est qu'il ne peut pas admettre l'erreur ni à lui-même, ni au peuple russe. Ces guerres coloniales durent généralement une décennie. Elles ne se terminent que lorsque l'agresseur conclut qu'il ne peut pas gagner, et généralement elles sont terminées par une équipe différente de celle qui les a commencées. Comme je l'ai dit, c'était une manière très diplomatique de dire ce que nous voyons tous à l'intérieur de la Russie. La crise économique russe met beaucoup de pression sur la population, et je suis sûr que cela inquiète beaucoup Poutine. Il sera intéressant de voir ce qui se passera dans les prochains mois. Si vous voulez rester informé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année, donc votre abonnement nous aide vraiment.